Je vais passer la parole à Monsieur Roland Janvier, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication, chercheur en travail social et qui va poser les jalons aussi de cette matinée en nous apportant toute une dimension de réflexion autour du virage inclusif vers une société sans rejet. À vous, Monsieur Janvier. Merci. Merci de m'accueillir déjà dans votre colloque et de me donner l'occasion finalement de travailler cette question, de travailler un peu plus avant cette question de société inclusive. En fait, dans l'exposé que j'ai prévu de faire en introduction à vos réflexions, à vos travaux, je vous propose de faire un peu un pas de côté, en décalant peut-être un peu la réflexion de la question stricto sensu des établissements et services, de l'autodétermination et la transformation de l'offre, même si vous verrez bien les parallèles qui sont à établir, mais en essayant plutôt une réflexion un peu plus large, visant à lier finalement les enjeux du développement durable avec ceux de la société inclusive. En fait, ces deux notions-là, pour moi, portent l'ambition d'une société durable, et que ce projet de société durable ne peut exister, me semble-t-il, qu'en prenant en compte ensemble les paramètres de la transition écologique et ceux de la transition sociale. Faire société et faire monde, finalement, sont un seul et même projet, parce que je crois qu'il n'est pas envisageable tout simplement de construire une société inclusive sans penser dans le même mouvement la préservation de l'environnement. Et on est bien dans des questions environnementales qui servent de support finalement aux ambitions sociétales que l'on peut porter. Pour le dire autrement, en fait, notre manière d'être au monde, c'est-à-dire notre manière de s'inscrire dans la nature, dans le monde, dans la vie, dans le vivant, euh, euh, suppose de prendre en compte toutes ces interdépendances qui façonnent notre environnement. Et il me semble qu'une société qui détruit son environnement, qui est quand même un peu la réalité dans laquelle nous sommes, ne peut pas être respectueuse de ses membres, parce qu'elle détruit l'avenir, elle détruit leur avenir, elle détruit l'avenir de ses membres. C'est en ce sens que transition sociale me semble être une condition incontournable de la transition environnementale. Et cette transition sociale, pour ce qui concerne le champ médico-social, se nomme aujourd'hui transition inclusive. Vous vous souvenez du slogan des Gilets jaunes qui était fin du monde, fin de mois, même combat. C'est-à-dire que dans la prise de conscience collective qu'il y a eu autour de ce mouvement social, les Gilets jaunes faisaient le lien en fait entre les enjeux climatiques et les questions de justice sociale. Plus tard, le collectif de refus de la misère déclarait dans le même sens en 2020, je cite, « La justice sociale et la justice environnementale sont des combats indissociables ». Et il y a beaucoup de travaux et de réflexions qui établissent maintenant un lien fort entre les questions environnementales et les enjeux de cohésion sociale. Répondre aux défis de l'avenir passera donc, j'insiste, par la construction d'une société plus juste, plus égalitaire, plus respectueuse finalement de tous ses membres. Au fil du temps, les questions écologiques se sont fondées sur une analyse de plus en plus systémique. C'est-à-dire qu'on a quitté les logiques un peu scientistes de lier des causes à des effets de façon linéaire, en essayant plutôt d'envisager toutes les interactions. Je prends un exemple. Rouler en voiture électrique est aujourd'hui une façon de préserver l'environnement. Mais si on ne prend que cette question-là qui décarbone nos transports et nos modes de déplacement ici en France, on ne prend pas en compte les impacts des métaux rares qui constituent les batteries et des conditions dans lesquelles ces métaux rares sont extraits d'un certain nombre de pays émergents. Et on voit bien comment finalement on ne peut pas trouver une solution unique, mais nécessairement tenir compte toujours de toutes les interactions et des effets systémiques qu'il y a autour de chacune des solutions qu'on pourrait penser. Et même chose, par exemple, sur la question de la production nucléaire d'électricité. On voit bien qu'on ne peut pas simplement décider d'agir sur cette question-là sans prendre en compte toutes les autres conséquences qu'il y aurait par rapport à cette action. Je pense là au modèle allemand et au fait que les Allemands, n'ayant pas de centrale nucléaire, ont aujourd'hui recours aux centrales à charbon, ce qui n'est pas forcément non plus une bonne solution. Donc on voit bien ce que l'approche systémique des questions écologiques peut amener. Je cite là
un texte qui m'a toujours semblé remarquable, quelles que soient nos approches religieuses. C'est le texte Laudato Si du pape François, qui confirme finalement cette analyse systémique. Je cite: l'environnement humain et l'environnement naturel se dégradent ensemble et nous ne pourrons pas affronter adéquatement la dégradation de l'environnement si nous ne prêtons pas attention aux causes qui sont en rapport avec la dégradation humaine et sociale. Pour autant, une question se pose: jusqu'où penser ces effets de système? C'est-à-dire que si tout est lié, si tout est dans tout, comment discerner les leviers prioritaires sur lesquels agir pour entraîner les changements urgents qu'il faut aujourd'hui engager? En fait, la question écologique aujourd'hui ne peut plus être traitée sur un simple plan technique, comme s'il suffisait de trouver des solutions pour décarboner nos productions ou compenser les gaz à effet de serre, ou plus largement les effets nocifs de nos agissements, comme s'il s'agissait de trouver la bonne solution et qu'il n'y en aurait qu'une. Une approche globale de toutes les interdépendances qui sont en jeu pour sortir de ces impasses dans lesquelles on est donc indispensable, et elle permettra de discerner les éléments sur lesquels appuyer une stratégie de transformation. À la base de ces prises de conscience qui lient finalement défis sociétaux et défis écologiques, il y a l'émergence quand même de cette idée que ces questions sont avant tout des questions politiques, c'est-à-dire des questions qui interrogent, politique étant à entendre au sens large, non pas de la politique, mais du fait politique, c'est-à-dire de la place de chacun dans la vie de la cité. Interroger la place de l'être humain dans la nature, finalement, est étroitement dépendant de la place qu'occupe la personne dans les rapports sociaux. Concevoir en fait une société inclusive impose simultanément de construire une terre habitable pour tous. Et isoler ces deux perspectives est mortifère. C'est donc à un projet global de société que nous devons nous atteler. Projet qui intègre à la fois le local et le global dans une transition à la fois écologique et sociale. Ce lien entre justice environnementale et justice sociale nous permet d'envisager un parallèle entre les thématiques écologiques et les thématiques sociales. C'est ainsi que j'ai essayé d'établir dans l'exposé qui va suivre une analogie entre la notion inclusive, la notion de société inclusive et les pratiques alternatives qui sont proposées aujourd'hui pour essayer de sauver notre planète. Et je vous propose de partir de l'objectif zéro déchet pour un avenir meilleur, qui nous dit en fait quelque chose, je crois, des gaspillages sociaux que l'on peut constater dans le champ médico-social. L'idée zéro déchet est simple. Je cite le site de Zero Waste France. Néfaste pour l'environnement et socialement injuste, nos modes de production et de consommation ne sont pas soutenables. Le projet de société zéro déchet, zéro gaspillage, porté par Zero Waste France, propose de laisser une autre empreinte durable et souhaitable pour tous et toutes. La notion de déchet, en fait, est une notion qui est étroitement liée à l'évolution de nos sociétés, à leur urbanisation, à leur industrialisation. Michael Dupré, dans son ouvrage « Représentation sociale du tri sélectif et des déchets en fonction des pratiques de tri », nous dit « La revalorisation des matières déchues a longtemps été la norme. Ainsi, jusqu'à la fin du XIXe siècle, il n'existait pas de déchets ultimes voués à l'élimination. L'ensemble des résidus d'activité humaine trouvaient leur place dans les circuits agricoles industriels. On en est loin aujourd'hui. La prise de conscience écologique, en fait, est passée par plusieurs étapes sur la question des déchets. Première étape qui consistait à traiter les déchets. Puis, seconde étape, qui consistait à les limiter par diverses méthodes, réduction du jetable, le tri, le compostage, la réutilisation, le recyclage, etc. Aujourd'hui, il nous faut aller plus loin. C'est notamment une perspective qui est ouverte par Günther Pauli avec son projet d'économie bleue. Il propose en fait de s'inspirer des cycles naturels dans lesquels la notion même de déchet n'existe pas. Je cite son ouvrage L'économie bleue 3.0. Dans la nature, le déchet de l'un est toujours l'aliment
l'apport énergétique ou la source matérielle de l'autre. Tous les éléments appartiennent à une chaîne complexe, dynamique et intégrée. La conception moderne du déchet est ainsi étroitement liée aux activités humaines. Et tout naturellement, je dirais, avec des guillemets bien sûr à naturellement, tout naturellement, pourrait-on dire, les rapports sociaux se sont emparés de cette notion de déchet. Dans l'esprit de certains, la société elle-même produit des déchets parmi ses membres. Axel Brodès-Dolino, dans un ouvrage qui s'appelle « L'être humain », c'est un article, pardon, « L'être humain comme déchet social, l'irrécupérabilité dans la France des Trente Glorieuses », Axel Brodès-Dolino nous dit que dans les années 1900, parmi les enfants de l'assistance publique étaient qualifiés de déchets sociaux. Édouard Herriot lui-même déclarait au sujet des handicapés mentaux un sentimentalisme niais, je cite, un sentimentalisme niais nous fait réserver pour les déchets sociaux des soins que nous avons refusés à des sujets normaux. Et encore, en 1951, lors des semaines sociales, Jacques Doublet, maître de requête au Conseil d'État, qui prendra ensuite la tête de la sécurité sociale, rien de moins, évoque les déchets humains qui peuplent les asiles et les prisons. Bien entendu, cette utilisation du concept de déchet est totalement inacceptable, on est d'accord. Et citer l'histoire des concepts, en aucun cas à les cautionner. Mais cependant, ça permet de comprendre comment la notion de déchet prend place dans les consciences et laisse penser finalement que l'être humain, par ses productions et par ses relations, génère toujours des éléments inutiles. Inutilisables, des éléments inutilisables dans le monde des objets pour ce qui concerne les choses matérielles, et des éléments inutiles au monde pour certains êtres humains. J'emploie là l'expression « inutile au monde » qui a été intronisée, je dirais, par Robert Castel dans son ouvrage « Les métamorphoses de la question sociale ». Vu sous cet angle, l'ambition zéro déchet nous livre en fait un projet pour la société qui va au-delà du monde matériel. Il peut nous permettre de réfléchir en fait à une société zéro rejet, c'est-à-dire à une société qui ne raisonne plus les appartenances en termes de dedans, dehors, intégré, exclu, adapté, inadapté, ou pire encore, utile, inutile. On perçoit là que cette perspective ouvre, enfin tout ce que cette perspective ouvre finalement quant à la manière d'envisager les situations de handicap dans les rapports sociaux, à la place que pourraient occuper les personnes en situation de handicap dans la construction sociale. Viser le zéro déchet matériel et l'associer au zéro rejet social revient en fait à passer d'une recette à appliquer à l'analyse politique des situations. Il ne s'agit plus alors de trouver la solution pour que chacun soit intégré, mais en fait d'ouvrir un débat sur la place de chacun dans le monde que nous construisons et que nous refusons de continuer à détruire. C'est un projet politique qui dépasse les questions techniques tout en leur donnant sens. Afin de pousser le raisonnement, j'affirme ici que l'ambition d'une société sans rejet revient à dire, comme pour les déchets physiques, que le handicap n'existe pas, au moins dans son acception courante, et je vais m'expliquer. Nous avons vécu déjà une révolution copernicienne qui s'est insinuée à partir des travaux de l'OMS, notamment dans la révision de sa classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé en 2001, qui est un véritable changement de paradigme et dont la concrétisation la plus flagrante dans notre droit positif est la loi de 2005 relative au droit à la participation et à la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Pour rappel, et c'est vraiment pour rappel parce que je pense que vous êtes au clair avec ça, mais on peut dire que la conception du handicap dans la société s'inverse. Ce n'est plus la personne qui, du fait d'un désavantage, est inadaptée à son environnement, c'est la société dans son ensemble, par son incapacité à compenser les empêchements de certaines personnes, qui génère ou qui entretient les situations de handicap. Et l'accompagnement médico-social des personnes vulnérables va en conséquence changer d'orientation. Il ne s'agit plus d'adapter la personne à la société, mais d'adapter la société à la personne. Là, l'idéal place haut la barre des transformations à opérer. Et
on le sait, le récent rapport de l'ONU, enfin de la Commission des droits des personnes handicapées à l'ONU, sur la manière dont la France respecte les conditions de la Convention internationale des droits des handicapés nous rappelle que le chemin à parcourir est encore long. Je rappelle quand même que là, la France s'est faite un peu allumer sur les discriminations et les stigmatisations qui continuaient à alimenter le fonctionnement de nos organisations et de nos dispositifs. Même si cette orientation sociétale de l'action n'exclut pas des mesures d'accompagnement, de soutien, de compensation, finalement, on voit bien que dans cette perspective, c'est l'école, c'est le monde du travail, c'est le monde de la formation, c'est le monde de la culture, c'est l'urbanisme, c'est le monde de la santé, etc., qu'il faut transformer pour mieux accueillir et intégrer les personnes en situation de handicap. Et Denis Pifto, que Charlotte Fraisse citait tout à l'heure, parle, lui, de tête à queue dans la relation individuelle. Et d'ailleurs, son dernier rapport, Experts, acteurs ensemble pour une société qui change, son dernier rapport va dans ce sens-là, puisque évoquant l'autodétermination et le pouvoir d'agir des personnes, il affirme une double conviction. Un, toute personne, je cite, toute personne a le droit et l'aspiration à s'affirmer elle-même comme personne, à entrer en relation avec son entourage et à participer, fût-ce de façon infime ou discrète, au monde qui l'entoure, en étant précisément respecté par lui comme une personne. Deux, ensuite, il affirme qu'il est du devoir de toute société, car relevant du sens même de ce que signifie faire société, il est donc du devoir de toute société de travailler en permanence sur elle-même, sur ses règles, sur ses priorités budgétaires, ses valeurs affirmées, etc. Et il conclut qu'il faut combiner les instruments, d'une part, les instruments de compensation tournés vers la personne et d'autre part, les transformations d'accessibilité tournées vers les espaces et les services communs. Mais en fait, l'ensemble des rapports et des orientations sur ce sujet, me semble-t-il, souffre d'un biais, y compris ce rapport Pifto, malgré toutes ses qualités. Il souffre d'un biais parce qu'il repose finalement sur l'idée d'intégration, voire d'inclusion, c'est-à-dire qu'en fait, il part du principe que les personnes en situation de handicap sont à part, à côté, voire exclues de certaines activités sociales, ce qui est une réalité. Mais le fait de le poser a priori biaise la réflexion ensuite. Ce que j'appelle un tropisme qui rappelle finalement l'idée de rejet, qui reprend à son compte l'idée de rejet. Finalement, il ne s'agirait que de corriger les phénomènes de rejet que produit le système social. Ce n'est pas à ça que doit se résumer le projet d'une société sans rejet. Comme pour les déchets, il s'agirait de poser en préalable, de poser en axiome que dans les rapports sociaux, comme pour les déchets, il n'y a pas de personnes rejetées. Si dans la nature, tous les éléments sont inscrits dans un cycle où chaque produit est ressource pour d'autres, nous devons affirmer que dans la société, chacun est ressource pour l'ensemble du corps social. Sous cet angle, la situation de handicap n'est pas un cas à part, mais une position particulière qui constitue une ressource pour l'ensemble. On ne manque pas d'exemples qui vont dans ce sens. L'adaptation des villes aux personnes à mobilité réduite améliore l'accessibilité pour tous, on le sait, on l'a déjà dit, on l'a vu, on a lu des choses là-dessus. L'adaptation des logements à la dépendance améliore leur confort pratique. Certains troubles, y compris troubles psychiques, améliorent certaines performances du fait d'une sensibilité différente au phénomène. Ça revient en fait à affirmer que le handicap n'est pas une scorie d'une société qui fonctionne aujourd'hui sur une forme, pour moi, désuète de performance, où chaque membre de la société doit être performant. Les personnes en situation de handicap sont des personnes ressources, et je le dis avec mes mots à moi, sont des personnes ressources que le système social ne sait pas utiliser ou que les rapports sociaux ne parviennent pas à valoriser. C'est ainsi, alors excusez ce parallèle un peu rapide, mais j'ai parlé d'analogie, et les analogies, c'est toujours un peu piégeant, mais malgré le côté rapide du parallèle, par exemple, Günther Pauli présente un truc intéressant en constatant que seulement 2% des plants de café sont exploités. Il a mis en place des dispositifs d'utilisation des résidus des caféiers comme engrais et du marc de café comme substrat pour développer la culture de champignons. La transformation de ce qui jusque-là est considéré comme des déchets, la transformation en ressources,
pour d'autres productions à générer en fait des profits et des emplois dont se targue aujourd'hui l'économie bleue qu'il défend. Il s'agit donc d'inventer, pour ce qui nous concerne, des formes de vivre ensemble qui permettent ces valorisations des différences, qui développent les capacités singulières des personnes, de chaque personne, dans un jeu d'échanges sociaux beaucoup plus riche que sans exclusion. Ça suppose d'instaurer ce que j'appelle un monde bio-socio-éco-divers. Je m'explique. La biodiversité, c'est le modèle du fonctionnement donc, des cycles naturels dont j'ai déjà parlé, qui doit inspirer nos pratiques dans tous les domaines. La biodiversité, c'est le support central d'une approche systémique des phénomènes, c'est-à-dire que plutôt que de se focaliser sur un élément du système, on tente de prendre en compte toutes les interactions qui sont à l'œuvre. Par exemple, et on a déjà eu l'occasion de le dire dans le travail que Charlotte Fraisse présentait tout à l'heure de transformation de l'offre et de l'expérimentation, où le CAPSI joue un rôle important, sur la question de la transformation de l'offre médico-sociale, l'envisager sous l'angle de la biodiversité éviterait l'impasse dans laquelle s'enferme, je crois, pour une part, le plan d'action gouvernemental visant à transformer les établissements d'hébergement en plateforme de services. En fait, le plan se focalise sur les seuls établissements médico-sociaux pour concevoir une société inclusive. La biodiversité inviterait plutôt à penser un plan qui intègre toutes les interactions entre l'école, les activités économiques, l'habitat, les mobilités, les services, etc. Biodiversité. Société bio-éco sociodiverse. L'écodiversité. L'écodiversité, c'est la prise en compte de toutes les questions environnementales pour penser l'action médico-sociale. Cette perspective, en fait, renvoie aux recherches en cours sur la notion de design, c'est-à-dire la manière dont les environnements sont ou non en cohérence avec les objectifs visés. S'ils contribuent ou non à faciliter finalement l'atteinte de ces objectifs. Par exemple, l'application de la notion de société inclusive au monde de l'entreprise suppose, je crois, de s'interroger sur le fonctionnement des rapports de production dans le travail, voire de les remettre en cause. J'ai en tête là des témoignages de travailleurs handicapés qui ne sont pas forcément enclins à quitter leur ESAT pour aller dans le monde ordinaire, qui est vraiment la perspective qui est toujours présentée comme la meilleure, parce qu'ils affirment finalement que le milieu ordinaire de travail, qu'ils connaissent pour certains, n'est pas forcément ce qu'ils souhaitent pour leur vie professionnelle. Et que finalement, le milieu ordinaire de travail devrait parfois même s'inspirer des modes de fonctionnement qui existent dans leur atelier et qui pourraient être exemplaires pour d'autres lieux de production, parce que mieux adaptés à la diversité des travailleurs. Biodiversité, écodiversité, la sociodiversité, enfin, est un concept qui soutient l'idée que la société ne peut exister et se développer que grâce à sa diversité. Toute société humaine est constituée de l'assortiment des singularités de chacun de ses membres. C'est par hybridation, en fait, qu'un monde commun se réalise, permettant le vivre ensemble. C'est par l'hybridation et pas par l'unification normative des individus. C'est sur cette base qu'on peut défendre l'idée d'une société sans rejet, capable d'assumer pleinement les différences de ses membres. Par exemple, toute tentative d'uniformiser les pratiques des travailleurs sociaux par des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, comme le fait la Haute Autorité de Santé, de standardiser les prestations par des nomenclatures rigides de besoins et de prestations, je pense là à Séraphin PH, toute tentative de formater les fonctionnements des établissements et des services médico-sociaux par des normes de performance, me semble tout autant de tentatives qui sont possiblement vouées à l'échec, parce que la diversité intrinsèque de la société appelle plutôt des réponses singulières pour répondre à la singularité de chaque situation. La diversité intrinsèque de la société appelle plutôt des réponses originales pour répondre à l'originalité des besoins, appelle plutôt des réponses innovantes pour faire face aux défis de nouvelles demandes, appelle plutôt des réponses souples et agiles pour s'adapter au monde incertain dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Pour conclure,
Dominique Boisvert nous rappelle que l'inclusion sociale est le but ultime de la transition inclusive. Dans le guide qu'il a conçu avec le GAPAS, il précise à propos des personnes en situation de handicap, je cite, « Nous considérons que ces personnes ne sont pas que des destinataires à l'intention de services, d'établissements ou de la société, elles sont productives, ont des capacités sur le développement de leur famille, de leur environnement. » Il s'approche ainsi de la notion de personne ressource pour la vie sociale, qui est la condition d'une société sans rejet. Denis Pifteau indique que ça suppose des changements de posture dans l'accompagnement médico-social, et Charlotte Fess le citait tout à l'heure à propos de ce côte à côte. Je cite, « Pour porter cette ambition qui est au cœur du pacte républicain, les personnes accompagnées et les professionnels de l'accompagnement ne sont pas face à face, mais bien côte à côte. » C'est donc à une révolution copernicienne, c'est-à-dire une révolution complète, que nous convoque l'idée d'une société inclusive qui ne se réduit pas au simple fait de faire une place à chacun, mais qui ambitionne de réaliser une société radicalement sans rejet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Janvier. Vraiment, alors, merci beaucoup pour votre intervention qui nous fait beaucoup réfléchir. Il y a beaucoup de retours dans le cadre des questions-réponses et du chat. Je vais prendre quelques commentaires et puis quelques questions qui vous sont destinées. Comment promouvoir l'inclusion quand les publics que nous accompagnons vers l'emploi vivent le rejet par le monde du travail? Oui, bonne question. C'est toujours comme ça, quand on a une question un peu embêtante, on dit toujours bonne question, merci de l'avoir posée. En fait, oui, vous voyez bien, c'est pour ça que j'ai conscience dans mon exposé là de paraître un peu utopique, parce que c'est radicalement un autre monde que je propose autour de cette idée de société sans rejet. Mais avec cette conviction forte que, pour rester sur le monde du travail, que le monde du travail rate réellement quelque chose à ne pas développer l'intégration de personnes. On ne va pas employer le terme de handicap volontairement parce que j'ai dit dans ma logique, le handicap n'existe plus, de personnes différentes. Et il me semble que c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler sur ces différences-là et de montrer comment les différences viennent enrichir les choses. Et il me semble que le monde du travail rate quelque chose. Plus globalement, notre société rate quelque chose parce qu'elle est complètement prise, complètement pétrie de ce que j'appelle la rationalité instrumentale. C'est-à-dire qu'on pense que la raison peut tout dominer et qu'il suffit finalement de trouver les bons instruments pour que la domination de la raison s'impose et qu'on ait trouvé la bonne façon de faire. Et la bonne façon de faire, elle est toujours au singulier, alors qu'en fait, il n'existe pas une bonne façon, mais plusieurs façons de faire qui à chaque fois s'adaptent à la situation, s'adaptent à la singularité de chaque personne, s'adaptent à la différence. Et il me semble que c'est très compliqué, mais là, nous portons peut-être, alors nous les professionnels de l'accompagnement, mais les personnes en situation de handicap aussi, nous portons peut-être une responsabilité de ne pas être en mesure de suffisamment valoriser ce que ça peut apporter, peut apporter cette intégration. Voilà, il me semble que ma réponse est un peu large et un peu générale, mais nous manquons peut-être de culot pour dire, mais finalement, nous sommes en mesure de vous apporter quelque chose. Alors que dans l'intégration en milieu ordinaire, on a l'impression de venir quémander finalement, de venir quémander le droit de venir occuper une place dans les systèmes de production. Merci. Un autre commentaire, Monsieur Janvier. On observe parfois une infantilisation des personnes en situation de handicap, ce qui est une autre forme de rejet. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui. L'enfant, dans une vision d'adulte, l'enfant, c'est celui qui n'est pas totalement fini. Dont on ne peut pas excusez l'expression, elle est un peu violente, mais dont on ne peut pas se servir
parce qu'il n'est pas tout à fait opérationnel. Bah oui, voilà. Et du coup, l'infantilisation de toute personne dont on porte l'idée que finalement il manque quelque chose, hein, ça aurait pu être une autre approche, c'est-à-dire que dans la notion de rejet et de déchet, il y a l'idée qu'il manque quelque chose. C'est-à-dire le déchet ultime, c'est-à-dire celui qu'on va passer dans les incinérateurs de nos territoires, là, c'est le déchet à qui il manque finalement quelque chose, parce qu'on a tout retiré ce qui pouvait être utilisé en lui, et il ne reste plus qu'une espèce de carcasse dont la seule solution, c'est de s'en débarrasser en le brûlant. Eh bien, il me semble que l'infantilisation participe de ça, c'est-à-dire qu'on considère qu'il manque quelque chose et on regarde l'autre par ce qui manque et non pas par ce qu'il peut apporter. Dans la notion de zéro rejet, c'est cette intuition-là. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que l'autre peut apporter. Et si on le regarde d'abord par rapport à ce qu'il n'a pas, forcément, on voit ce qu'il ne peut pas apporter. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant dans l'idée d'une société éco-socio-biodiverse, c'est au contraire que chacun peut apporter quelque chose, et c'est sur cette focale-là qu'on va se canaliser. Donc oui, l'infantilisation, pour moi, participe de ce phénomène de mise à l'écart, oui, bien sûr. C'est facile de considérer que l'autre n'est pas tout à fait mûr. Une autre question. Comment expliquer que quelqu'un puisse souhaiter rester dans une structure de travail moins respectueuse de ses droits? Intériorisation de la stigmatisation. Est-ce lui rendre service d'entretenir cette auto-stigmatisation? Ouais, alors oui, bien sûr. Tout ce que j'explique là, mais il faut relire Bourdieu, tout ce que j'explique là fonctionne parce que la position d'être dominé dans un rapport de domination suppose effectivement que le dominé accepte la situation de domination. Donc, c'est pas très clair ce que je dis là, mais c'est qu'en gros, bien sûr, les usagers des établissements et services médico-sociaux intègrent leur position, intègrent leur situation d'usager et se trouvent dans une certaine forme d'acceptation de cet état de fait. C'est bien pour ça que depuis une vingtaine d'années, je plaide pour dire mais les établissements et services doivent devenir des laboratoires où s'initie la société de demain dont nous aurons besoin. C'est-à-dire soit de véritables laboratoires du vivre ensemble, et que les ateliers en ESAT ne soient pas des lieux qui reproduisent les formes de travail traditionnelles du secteur de production, mais au contraire essayent d'imaginer d'autres formes de travail, d'autres formes de collaboration, de coopération entre les acteurs. C'était un peu contenu dans ce que j'ai dit tout à l'heure quand je dis, et j'ai en tête des ESAT où finalement s'initie ce genre de recherche sur une autre façon de faire ensemble, de fabriquer ensemble, et qui pourrait servir de modèle dans le secteur de l'entreprise classique, oui. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas de dire… Enfin, ce que je comprends un peu dans la question, c'est que finalement, c'est mieux à l'extérieur. Je crois aussi qu'il faut qu'on se départisse de cette idée-là, de penser que le monde ordinaire serait mieux que le monde spécialisé, dit stigmatisant par l'ONU, des établissements et services. Je crois que, bien sûr, il y a encore du chemin à faire, et ça fait, je vous dis, 30 ans que je me bats pour le droit des usagers, mais il y a encore des choses à faire. Mais il me semble que les établissements et services peuvent aussi être des lieux où on initie une autre façon pour faire société ensemble. Ce n'est pas uniquement l'extérieur qui est le secteur vertueux. On le sait quand même. On a quelques exemples. Je pense à l'école. Je pense à l'intégration scolaire, par exemple. On voit bien que l'intégration scolaire est très difficile, très compliquée, parce que des enfants en situation de handicap peuvent s'y trouver complètement stigmatisés, marginalisés, voire même maltraités. Donc, je pense qu'il y a besoin de repenser le rapport entre dedans et dehors, et de ne plus le penser justement dans un clivage entre le bien, le mal, le dedans, le dehors, mais plutôt comme des éléments qui peuvent apporter contribution à la construction sociale. Merci beaucoup. Une dernière question ou un dernier commentaire aussi, Monsieur Janvier.
On en profite, hein. Vous êtes avec nous Allez-y. jusqu'à 10h15. Comment pouvons-nous réinventer, redynamiser la pensée avec laquelle nous avons été formatés depuis des années? Celle des cases, ou c'est noir ou c'est blanc. La personne que nous accompagnons ou elle rentre dans une case ou non, parce que notre société évolue aujourd'hui dans cet ordre. Comment pouvons-nous trouver notre chemin, nous, travailleurs du social? Ouais. La, la logique des cases, c'est une logique simplificatrice de la société. C'est-à-dire que on pense, mais c'est dans la suite d'Auguste Comte du scientisme, hein, de sa classification méthodique des sciences, qu'une fois qu'on aura tout rangé le monde dans des petites cases, eh bien, on aura mis de l'ordre. Et qu'une fois qu'on aura mis cet ordre-là, on comprendra mieux les choses et on sera mieux en mesure de les maîtriser, de les dominer et de les comprendre. À cette, or, cette logique des cases, qui est une démarche purement théorique, une projection sur le monde, ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui échappe aux cases. Je pense là, Charlotte Fess faisait référence aux situations complexes, par exemple. Dans toutes nos petites cases du dispositif médico-social, il y a toujours des situations qui ne rentrent pas dans les cases. Voilà. On l'a en protection de l'enfance, on l'a dans les phénomènes de vieillissement, on l'a, etc. Le modèle des cases ne fonctionne pas. Et pourtant, on continue à avoir une production qui alimente une production normative, une production législative, réglementaire, qui alimente cette logique des cases. Je pense là, parce que j'ai déjà pris publiquement position contre le projet de réforme de la tarification des établissements médico-sociaux avec Séraphin PH. Mais Séraphin PH me semble être l'exemple même de la logique de case. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié toutes les petites cases qui vont constituer le profil de la personne, eh bien, on pense qu'on va avoir compris quelque chose et qu'on va pouvoir développer un plan d'action qui sera adapté. Moi, j'y crois pas parce que ça ne marche pas, parce que l'énergie dépensée par chaque sujet, c'est toujours justement d'essayer d'échapper à la case dans laquelle on voudrait l'enfermer. Parce que les rapports sont beaucoup plus conflictuels que ça, c'est-à-dire qu'on est toujours dans du rapport où les choses ne coïncident pas. Et c'est bien. Et c'est bien. Là, je fais référence aux travaux de François Julien, le philosophe, qui travaille beaucoup sur ce concept de décoïncidence. En gros, lui, il dit, quand ça coïncide, c'est mort. Il n'y a plus de vie. Ce qui fait qu'il y a la vie, c'est qu'il y a toujours des coïncidences. C'est-à-dire qu'il y a toujours des espaces qui échappent, des interstices dans lesquels on va pouvoir glisser. Et c'est là que passe la vie. C'est par ces interstices que passe la vie. C'est pas par les grands boulevards dans lesquels on voudrait que chacun circule. Et il me semble que précisément, elle existe cette réinvention de la pensée, pour reprendre la question, elle existe cette réinvention de la pensée. À nous d'aller chercher les gens qui écrivent ces nouvelles visées-là, et je cite François Julien parce que je pense que François Julien est sans doute un des auteurs les plus féconds sur cette pensée-là, autour notamment de ces concepts d'écart, d'entre-deux et de décoïncidence. Mais effectivement, je crois aussi que nous avons à prouver, nous, professionnels de terrain, nous avons à prouver le fait qu'il existe une autre interprétation, une autre compréhension du monde, beaucoup plus décalée, mais ça suppose, je crois, d'inventer aussi d'autres manières de rendre compte de ce que nous faisons, de ce qui se vit au quotidien, c'est-à-dire de réinventer un récit qui viendrait finalement prendre, pas le contre-pied, mais compléter les formules des tableurs Excel et des petites cases, qui viendrait compléter ces formules-là de ce qui se vit dans la relation et dans la rencontre d'autrui. Plus informel, plus créatif, plus artistique finalement de ce qui se joue dans la relation quand deux personnes se rencontrent, quand deux communautés se rencontrent. Il me semble que là, nous avons en tant qu'acteurs de terrain
quelque chose à faire pour produire un autre récit sur la réalité du quotidien des équipes de terrain. Alors, une dernière petite question qui est sur la… Vous avez partagé différentes références bibliographiques et beaucoup de personnes souhaiteraient justement avoir un récapitulatif des ouvrages de la bibliographie que vous suggérez sur ce thème. Apparaît sur le chat votre blog, Monsieur Janvier. Donc là, je pense que les personnes pourront aller plus loin et mieux vous connaître. Mais est-ce que vous pourriez peut-être par la suite transmettre au CAPSI quelques éléments de bibliographie que vous Oui, exposez alors sur et on mon le blog, vous transmettra aux trouverez… participants? Oui, alors déjà, sur mon blog, vous trouverez le texte de l'intervention que je viens de faire, hein, Virage inclusif vers une société sans rejet, donc vous trouverez le texte. En note de bas de page, il y a un certain nombre des références que j'ai citées. J'y ajouterai parce que dans la conversation qu'on vient d'avoir, il y a 2 références que je n'ai pas citées, c'est effectivement François Julien. Et puis, je pense, parce qu'on n'a pas dit son nom, mais il est en filigrane de beaucoup de choses qu'on a dit, c'est Amartya Sen, autour de l'idée de justice. Il me semble que là, on a quelque chose autour notamment de cette notion de capacité. Et parce que Amartya Sen a beaucoup approché ces questions-là par justement les ressources de l'environnement disponibles dont la personne peut se saisir pour agir sur sa vie. Donc, je remettrai peut-être, je rajouterai dans le texte qui est déjà en ligne, là, je rajouterai les références de François Julien et d'Amartya Sen en bibliographie. Merci Et je beaucoup, monsieur. vous les enverrai, Ouais, Carmen. d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Janvier. Vraiment, je crois que nous voilà rassurés puisque vous accompagnez la transformation de l'offre pour toute l'Île-de-France avec Oui, Charlotte avec Jean-Luc Weiss. Charlot, oui. Voilà, et là, je crois qu'avec le contenu, l'esprit critique que vous avez, et puis le faire avec, mais aussi pour passer à l'action, il faut penser l'action. Je trouve que là, on est vraiment en toute sécurité avec vous, et puis pour ouvrir les frontières et essayer de se réinventer et de trouver peut-être des pratiques qui n'existent pas et qui vont permettre à tous de s'inspirer les uns des autres. Donc, merci beaucoup pour votre intervention, très riche et très Merci, complète. merci beaucoup. Voilà, très bien.